Donc bonjour à tous et merci, merci d'être là pour ce webinaire sur la protection des inventions numériques. Comme Julie nous a déjà introduit, on est tous les deux conseillers en propriété industrielle au sein du cabinet Camille et Thierry. Alexandre, je te laisse peut-être dire quelques mots. Non, mais je pense que le sujet est suffisamment vaste, donc on va aller directement dans le vif du sujet. Effectivement, ce sera plus simple et plus efficace. Alors, pourquoi ce webinaire parce que de plus en plus, il y a de plus en plus d'inventions qui se situent dans le domaine du numérique, des innovations numériques, et on associe souvent un logiciel à uniquement du code source, mais en fait, le logiciel, c'est beaucoup plus que ça, et derrière un logiciel, il y a souvent beaucoup plus que ça. Et en fait, il y a des protections qui sont adaptées à toutes les composantes d'un logiciel. Donc, autour du logiciel, d'abord, on va avoir bien entendu le code source qui va constituer donc, la majeure partie du logiciel. Mais derrière le code source, on va avoir un ou plusieurs algorithmes, c'est-à-dire qui sont la succession d'étapes qui sont traduites via le code source, mais qui sont des étapes à implémenter l'une après l'autre. On a également des interfaces graphiques, souvent des bases de données qui permettent de mettre en œuvre l'algorithme et le logiciel. Des noms, c'est-à-dire ça va être le nom de l'entreprise, le nom du logiciel, de l'application, et des logos. Et donc, derrière toutes ces composantes, il y a des droits qui sont possibles et qui sont différents en fonction donc, des composantes. Donc, quand on va parler code source, derrière, il y a le droit d'auteur. C'est pour ça que souvent, il y a une confusion qui est faite sur le code source et le logiciel. Et les gens ont tendance à dire qu'un logiciel ou un algorithme n'est pas brevetable parce qu'il relève du droit d'auteur, alors qu'en fait, quand on parle de cette exception à la brevetabilité, on est en train de parler uniquement du code source, comme on va le préciser un peu plus tard. Derrière, donc, pour tout ce qui est algorithme, là, on a une protection par brevet qui est possible. Derrière les interfaces graphiques, il y a du droit d'auteur et des dessins et modèles. Derrière les noms, il y a un droit des marques. Pareil pour les logos, et pour les bases de données, on a deux droits en fait qui se cumulent, qui sont droit d'auteur et un droit spécifique des bases de données. Donc, si on regarde, ça nous fait tout un tas de protections. Alors, pour les droits d'auteur et le droit des bases de données, on va en reparler un peu plus tard. Il n'y a pas de dépôt obligatoire. Malgré tout, un dépôt, en fait, est fortement conseillé parce qu'il va falloir pouvoir apporter la preuve qu'on était bien en possession, en fait, de ces éléments. Et pour tout ce qui est brevet, marque, dessin et modèle, cette fois-ci, le dépôt est obligatoire. On est obligé de faire une action positive auprès d'un office. Et ça s'accompagne en contrepartie d'une publication de ces éléments. C'est-à-dire que quand on dépose un brevet sur une invention, on accepte que cette invention soit divulguée par le biais de la publication. Et donc, il y a finalement un autre type de protection qui existe, et lui, pour le coup, il n'y a pas de dépôt, en tout cas obligatoire, c'est certain, et pas de divulgation, c'est tout ce qui a trait au secret, dont on va parler maintenant. Oui, effectivement, tout part de là en réalité, tout part du secret. C'est-à-dire qu'au départ, que vous fassiez de la recherche, du développement, vous allez avoir un certain nombre d'idées que vous allez ensuite formaliser. Et eh bien, potentiellement, ces données, ces informations, qu'elles soient techniques ou non techniques d'ailleurs, eh bien, elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur pour l'entreprise, elles sont secrètes, et tant qu'elles sont secrètes, elles ont de la valeur. Après, on peut décider d'opter pour tel ou tel droit, mais au départ, on a un corpus d'informations qui sont des informations secrètes et qui pourraient donner naissance potentiellement à des inventions, mais ça peut être aussi des fichiers clients, ça peut être des fichiers fournisseurs, tout un tas de choses qui constituent ce savoir-faire secret. Ce savoir-faire secret, c'est pas un droit privatif.
contrairement aux autres droits dont a parlé Noémie. C'est un droit, en revanche, effectivement, on peut le communiquer à d'autres via des contrats de communication de savoir-faire, vers des contrats de licence, etc. etc. Ce qui est important, c'est de le voir comme quelque chose qui peut être s'articuler avec d'autres droits de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on peut garder un tas d'informations secrètes et bénéficier d'autres droits, droits d'auteur, droits des brevets, etc., tout en gardant bien à l'esprit que ce savoir-faire, ce secret, n'a de valeur que parce qu'il est secret. D'où effectivement cette obligation de préserver le secret sur ces informations par le biais de contrats internes, type contrat de travail, etc., qui imposent effectivement aux salariés de conserver ces informations secrètes, par le biais de contrats externes, qu'il s'agisse de NDA, qu'il s'agisse de contrats de collaboration qui incorporent des obligations de confidentialité. Bref, le secret n'est pas quelque chose qui est simple à manipuler, parce que, par définition, il faut le maintenir confidentiel, et ça ne peut se faire que par une organisation en interne à l'entreprise et par le biais de contrats. Une chose importante, et je ne vais pas prendre trop de temps sur cette question du secret, c'est que, et ça c'est un réflexe vraiment qui est important à mon avis pour toute entreprise, et en particulier pour les startups, qui est, quoi qu'il arrive, puisque au départ, finalement, avant de décider si on va breveter, si on va, bon, on ne sait pas encore, eh bien, c'est important d'avoir une date certaine sur l'ensemble de ces créations, de ce savoir-faire, de manière à pouvoir en prouver notamment la titularité. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de droit privatif, il n'y a pas de monopole d'exploitation, mais en revanche, on peut se retrouver dans une situation où à un moment donné, on doit démontrer qu'on était en possession de ce corpus d'informations. Et donc, je vous invite à prendre ce réflexe absolument essentiel de prendre date sur tous les documents qui incorporent du savoir-faire secret. Et aujourd'hui, l'INPI propose un dispositif qui s'appelle l'e-Solo, qui remplace la vieille enveloppe Solo, qui est un outil extrêmement simple d'utilisation et très peu coûteux, et qui permet finalement de déposer des fichiers assez facilement pour précisément obtenir cette date certaine. Alors, effectivement, la question qui peut se poser ensuite, c'est brevet versus secret. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais choisir l'un plutôt que l'autre? Sachant qu'en réalité, on peut très souvent utiliser les deux, c'est-à-dire ne pas tout breveter, conserver une partie des informations secrètes et utiliser le brevet pour tout ou partie d'une technologie que l'on cherche à protéger et pour laquelle on cherche à obtenir un monopole d'exploitation. Donc finalement, le brevet, il vous donne un droit d'interdire à d'autres d'exploiter l'invention, en contrepartie, notamment, d'une divulgation. C'est vraiment le deal qui existe sur le brevet, c'est que vous avez ce droit d'interdire sur un territoire donné, et en échange, vous acceptez que votre brevet soit publié 18 mois après la date de dépôt. Ça crée effectivement une obligation importante qui fait que vous allez communiquer des informations, mais en même temps, c'est le principe même du droit des brevets que d'assurer cet échange et cet enrichissement du patrimoine technologique et scientifique. Le brevet, il nécessite un dépôt. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres droits, et Noémie disait tout à l'heure qu'il ne nécessite pas de dépôt. Là, le droit au brevet naît au moment du dépôt auprès d'une administration, qu'il s'agisse d'une administration nationale ou supranationale, peu importe, mais en tout cas, il y a effectivement un dépôt. C'est un droit qui a une durée limitée, de 20 ans au maximum, une portée territoriale avec des territoires qui sont plus ou moins larges. Vous avez sans doute entendu parler aujourd'hui du brevet à effet unitaire, donc il y a des choses qui existent et qui permettent d'avoir une portée qui va au-delà de la portée strictement nationale. Et en plus de cette divulgation, une autre obligation qui est celle de payer des taxes de maintien en vigueur pour faire vivre son brevet. Et si on souhaite le faire vivre sur 20 ans, il faudra en France au moins payer des taxes tous les ans pour faire vivre son brevet.
Alors, on va s'intéresser maintenant plus particulièrement à la protection par brevet pour les inventions mises en œuvre par ordinateur. Donc, les inventions mises en œuvre par ordinateur, c'est un terme qui désigne en fait toutes les inventions qui vont faire intervenir des ordinateurs, des réseaux informatiques, n'importe quel dispositif programmable, et donc qui vont faire intervenir à un moment ou à un autre l'exécution d'un programme. Donc, par exemple, ça va être une méthode de segmentation ici là d'une image cérébrale pour faire apparaître les différentes zones du cerveau. Ça peut être, bien entendu, beaucoup d'autres choses. Ça pourrait être, un procédé pour mesurer un paramètre biologique, à partir de données issues de capteurs. Ça peut être traiter un signal cardiaque pour détecter des événements particuliers. Donc, voilà, c'est toutes les inventions qui, à un moment ou à un autre, font intervenir l'exécution d'un programme. Alors, comme toutes les inventions, enfin, comme toutes les inventions, oui, on pour obtenir un brevet, on est soumis à un certain nombre de conditions de brevetabilité. Et en particulier, en fait, ce que les textes nous disent, c'est que les brevets, alors français ou européens, sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Sur le dernier point, on n'a jamais trop de soucis. En fait, les deux points principaux, c'est d'une part que ça corresponde à une invention au sens donc de la loi des brevets, et d'autre part que cette invention soit nouvelle et inventive. Alors, on va revenir particulièrement là-dessus. La notion d'invention, elle n'est pas évidente à appréhender parce qu'il n'y a pas de définition en fait positive de ce qu'est une invention. Par contre, on va avoir en fait, une liste de tout ce qui n'est pas une invention. Et notamment, on nous dit que ne sont pas considérées comme des inventions les méthodes mathématiques, les programmes d'ordinateur. Donc, pourquoi ces deux points nous intéressent particulièrement? Parce que programme d'ordinateur, évidemment, ça se réfère à tout ce qui est logiciel. Et méthode mathématique, parce que, en fait, toute méthode qui va tout procédé qui va faire intervenir de l'intelligence artificielle rentre dans cette catégorie. Et donc, en fait, on a quelque chose qui vient quand même préciser ça et qui nous dit que l'exception à la brevetabilité ne considère que ces éléments s'ils sont considérés en tant que tels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel? Ça veut dire que vraiment, l'exclusion à la brevetabilité va porter sur la méthode mathématique ou sur le programme d'ordinateur. Donc, programme d'ordinateur, en fait, ce que nous disent les textes, c'est que le code source n'est pas brevetable. Et pourquoi il n'est pas brevetable? C'est parce qu'en fait, il y a un autre type de protection qui existe, qui est le droit d'auteur. Par rapport à l'exclusion sur la méthode mathématique, en fait, ça va être pareil si on revendique vraiment la méthode mathématique en tant que telle. Par exemple, on veut protéger une méthode pour effectuer une transformée de Fourier rapide sur des données abstraites qui ne fait pas intervenir de moyens techniques. Là, on est vraiment dans une méthode qui est complètement abstraite, qui est purement mathématique. Il n'y a pas d'application au monde réel. Et donc ça va être exclu de la brevetabilité. Alors, on a des décisions qui sont venues préciser un petit peu, cadrer les inventions mises en œuvre par ordinateur. Il y a eu notamment une décision qui existe depuis longtemps en Europe et qui a été adoptée il y a très peu de temps en France, qui est que dès lors qu'on met en œuvre un moyen technique, dans ces cas-là, on échappe à l'exclusion à la brevetabilité. Donc, si on précise que la méthode est mise en œuvre par ordinateur, ça veut dire qu'on fait intervenir un ordinateur qui a un moyen technique. Et dans ces cas-là, on n'est pas concerné par l'exclusion selon laquelle ça ne serait pas une invention. On a une autre… Noémie, oui. Noémie, pardon, c'est Julie. Est-ce que ça veut dire que si l'ordinateur est un moyen, ça veut dire que c'est brevetable? Si je retraduis avec des mots non experts. Ça veut dire que ce n'est pas exclu de la brevetabilité. Ça veut dire que c'est une invention. C'est envisageable. Ça veut dire que c'est envisageable de le breveter potentiellement. Voilà. Et on va voir, je vais en parler juste après. En fait, la question qui va se poser, c'est OK, c'est pas exclu de la brevetabilité parce que c'est pas une méthode, c'est pas un programme d'ordinateur ou une méthode mathématique en tant que telle. Ouais. Par contre,
est-ce que ça implique une activité inventive, qui est le deuxième critère pour obtenir C'est un un autre brevet? sujet. Ouais, ouais. Exactement. Donc, en fait, Ok. on a passé la première étape et on va pouvoir se poser la question de la deuxième. Ouais, la nuance est hyper importante, je pense, parce qu'effectivement, selon la façon qu'on peut avoir de présenter les choses, on peut décider de rentrer ou non sous cette notion de brevetabilité. Mais pardon, vas-y, je t'en prie, reprends, Noémie. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Et donc, effectivement, en fait, on a une autre décision qui nous dit que si la méthode mathématique est appliquée à une entité physique, bah, de la même manière, on échappe à l'exclusion à la brevetabilité. Et par exemple, tout ce qui est procédé de compression d'image, en fait, c'est une application, ça fait partie des applications qui sont reconnues comme techniques. Et donc, on considère que ça, ce n'est pas exclu de la brevetabilité, quand bien même ça fait intervenir des méthodes mathématiques. Donc, en fait, ce qui apparaît là, c'est que ce qui est très important derrière la notion de brevetabilité, c'est de se poser la question de est-ce qu'on a ou pas un caractère technique, que ça soit dans les moyens utilisés ou dans l'application envisagée. Ouais, ça, c'est vraiment essentiel hein, de bien retenir cette idée que pour moi, il ne faut pas se mettre de filtre. Il ne faut pas se mettre de filtre. À partir du moment où vous avez un développement qui résout une problématique technique, d'une quelconque manière, je parle d'un développement numérique, d'un développement logiciel, alors eh bien, vous devez avoir le réflexe de vous interroger sur le brevet. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir déposer forcément une demande de brevet, mais au moins s'interroger sur cet intérêt ou pas d'obtention d'un brevet. Parce que, effectivement, la jurisprudence a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, à partir du moment où il y a effectivement soit des moyens techniques, soit un caractère technique, par exemple, qui permettrait de résoudre un problème technique, alors potentiellement, il y a brevet. Et comme le disait Noémie, ça ne veut pas dire que on ouvre complètement le champ des brevets, parce qu'en réalité, il y a un autre critère qui va être examiné, et qui est celui de l'activité inventive. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, parce que c'est une affaire de spécialistes, hein, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce slide, simplement pour dire que l'activité inventive, c'est finalement se positionner par rapport à un état de l'art qui serait le plus proche finalement de ce que vous avez, inventé, et puis de regarder les différences. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est que pour apprécier cette activité inventive, on va regarder non seulement évidemment ce qui est technique, mais aussi, et c'est là où c'est très important, ce qui n'est pas forcément technique. Typiquement, je prends un exemple. Si ce qui fait le cœur de l'invention, ce sont des mathématiques, et que ces mathématiques permettent précisément de résoudre une problématique technique, alors elles seront prises en compte pour l'appréciation de l'activité inventive. Donc c'est très très important de garder ça à l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a utilisé des mathématiques qu'on ne pourra pas les protéger, qu'elles ne seront pas prises en compte pour la détermination de l'activité inventive. Voilà, donc ça, pour moi, le message clair, c'est celui de se dire j'invente quelque chose, je ne me dis pas ah ben c'est pas brevetable parce que c'est des maths ou c'est un programme d'ordinateur. Surtout pas, surtout pas. Alors, je vais un peu plus loin et je m'interroge sur l'intérêt ou pas de déposer un brevet. Alors voilà, franchement sur ce slide, comme on est un peu en retard, je vais passer vite. C'est pas là on est sur plutôt comment on appréhende cette activité inventive. Et c'est ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte pour apprécier l'activité inventive d'une revendication, d'une invention, eh bien, on va prendre en compte non seulement des caractéristiques techniques, un ordinateur, un écran, etc., mais aussi des caractéristiques non techniques, dès lors que celles-ci eh bien, participent, concourent à la résolution du problème technique. Alors, on va aborder un peu plus spécifiquement le cas de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a de plus en plus d'inventions maintenant qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc, tout d'abord, tout ce qui est intelligence artificielle, apprentissage automatique, sont des méthodes mathématiques. Selon les textes relatifs au brevet, c'est considéré comme des méthodes mathématiques.
Donc, la question va être, d'une part, est-ce que ces méthodes sont utilisées pour résoudre un problème technique? Donc, on ne va pas déposer uniquement sur la méthode mathématique, on va déposer un brevet sur l'application en fait, de cette méthode à un cas concret pour résoudre un problème technique. Et on va se poser la question de est-ce que ces méthodes mathématiques contribuent à la résolution du problème technique? Et donc, il y a le point le plus important, ça va être cette notion d'application dans un domaine technique ou dans le monde réel, en fait. Voilà, l'idée est, on ne peut pas juste utiliser des données très abstraites. Il va falloir que la revendication porte au moins de manière implicite sur une application qui est considérée comme technique. Donc là, on a quelques exemples qui sont considérés comme techniques ou pas. Donc, typiquement, la classification d'images à partir de contours ou attributs de pixels, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour l'instant, globalement, tout ce qui est traitement d'image est considéré comme une application technique. À l'inverse, une classification de documents textuels sur la base de leur contenu textuel, là, on va être dans le domaine de la linguistique, qui n'est pas considéré comme technique. Et donc, ça ne va pas être considéré comme technique. Donc, on ne pourra pas déposer un brevet là-dessus. Utilisation d'un réseau neuronal pour un appareil de surveillance cardiaque afin de détecter des battements irréguliers. Là, on a une application qui est technique, qui est concrète. Il n'y a aucun problème pour déposer là-dessus. À l'inverse, si c'était utiliser de l'intelligence artificielle pour prédire les cours de la bourse, la bourse, ça fait partie des choses qui sont dans le domaine plutôt des activités commerciales. Et donc ça, ce n'est pas considéré comme technique. Et dernier exemple, utilisation d'intelligence artificielle pour détecter des tumeurs dans une image ou dans une vidéo. Pareil, hein, c'est tout ce qui est traitement d'image, il n'y a aucun problème, c'est technique, il n'y a pas de souci. Donc, pour l'intelligence artificielle particulièrement, on va faire attention, nous, quand on va rédiger une demande qui fait intervenir de l'intelligence artificielle, deux conditions de brevetabilité. L'activité inventive, dont on a déjà parlé, et un critère supplémentaire qui s'appelle la suffisance de description. Donc, la suffisance de description, c'est dire qu'à partir de ce qu'on a écrit dans la demande, un homme du métier serait capable de mettre en œuvre l'invention. Donc, ça veut dire qu'il faut en dire suffisamment pour que l'invention puisse être mise en œuvre. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout dire non plus. On peut garder certaines choses secrètes, mais il faut quand même avoir une description suffisamment complète de l'invention. Sinon, on va avoir un problème donc, sur ce critère-là, qui est la suffisance de description. Donc, typiquement, si tout réside dans la manière dont les données sont entraînées pour un modèle d'intelligence artificielle, il va falloir décrire de manière suffisamment détaillée, par exemple, l'étape d'entraînement. Si on veut, en fait l'innovation elle réside vraiment dans l'architecture d'un réseau de neurones, on va être obligé de décrire l'architecture du réseau de neurones. On ne va pas pouvoir rester complètement en fait au-dessus et il va falloir rentrer dans les détails. Donc en fait, tout va dépendre de comment on utilise l'intelligence artificielle et de la place qu'elle a à l'intérieur de l'invention. Donc très rapidement, je voudrais présenter une décision ici qui est assez récente et puis pour l'instant, on a quand même assez peu de décisions sur ces domaines-là parce que c'est des domaines qui arrivent, qui sont relativement récents. Donc, on avait un dispositif et dans lequel on transformait la pression artérielle périphérique mesurée en une pression aortique équivalente en utilisant un réseau de neurones artificiel. Pendant l'examen de la demande de brevet, la demande de brevet a été rejetée sur la base de l'activité inventive. Ce qui a été dit, c'est on connaît une transformation mathématique pour transformer la pression artérielle périphérique en pression aortique équivalente. Ça, c'est connu. Et en plus, utiliser un réseau de neurones pour déterminer une pression sanguine, c'est connu. Donc finalement, en fait, utiliser un réseau de neurones
de manière générique pour déterminer un paramètre, c'est quelque chose de connu, donc la revendication n'est pas inventive. Le déposant de cette demande-là est allé faire recours pour contester la décision et la Chambre de recours a non seulement confirmé le défaut d'activité inventive, mais a dit en plus qu'il y avait une insuffisance de description. Et en fait, ce que la Chambre de recours a dit, c'est que la description ne dit absolument pas quelles données conviendraient pour l'apprentissage du réseau. Donc finalement, dans la demande, il n'y a même pas suffisamment d'éléments pour pouvoir mettre en œuvre l'invention. Donc voilà, c'est juste un exemple pour sensibiliser au fait que dans les inventions qui font intervenir de l'IA, il faut se méfier donc de ces deux critères. On ne peut pas juste dire qu'une étape est réalisée par une boîte noire. Si en fait l'essentiel de l'invention c'est ça, on va être obligé de rentrer un petit peu plus dans les détails. Oui, et autre chose qui nous intéresse ici quand même, dont on se devait de parler, c'est que à chaque fois, quand on parle des inventions dans le domaine médical, on est obligé de faire attention à une exception à la brevetabilité qui existe dans les textes relatifs au brevet, qui sont que, en fait, on ne peut pas obtenir un brevet pour une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique et pour une méthode de diagnostic. Donc, tout ce qui est méthode de diagnostic, méthode chirurgicale ou thérapeutique, c'est exclu de la brevetabilité. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette exception ne s'applique qu'aux méthodes. Donc, pour les produits, il n'y a aucun problème. On va pouvoir obtenir des brevets sur des médicaments, des substances ou des dispositifs médicaux. Donc ça fait partie aussi des choses auxquelles il faut faire très attention pour nous quand on rédige une demande de brevet pour ne pas tomber dans une exception à la brevetabilité. Voilà, donc si on regarde un petit peu les raisons qui peuvent justifier un dépôt de brevet, une protection, il y en a sans doute d'autres, on en a listé quelques-uns ici, mais bon, le premier étant évidemment d'avoir ce fameux droit d'interdire à des tiers d'exploiter l'invention. Mais au-delà, il y a aujourd'hui quelque chose qu'on observe, nous, en tant que praticiens du droit des brevets, c'est effectivement une vraie demande des investisseurs, notamment dans le cas de levée de fonds recherchés par des startups. La présence de brevets est devenue, on peut le regretter d'ailleurs dans certaines situations, mais c'est ainsi, hein, donc il faut le constater parce qu'ils considèrent que le brevet est un outil efficace pour assurer un certain monopole à une startup. Il y a également des raisons contractuelles qui peuvent justifier du dépôt de brevet, notamment quand on envisage un partenariat, une collaboration, et où pour peser davantage dans ce qu'on appelle background information, donc tout ce qui est en amont et qu'on va apporter au brevet, eh bien tout ça, au contrat, eh bien le brevet a une importance considérable. Évidemment, si on envisage les transferts de technologie, là aussi, le fait de déposer des brevets est un point essentiel. C'est enfin un élément dissuasif pour la concurrence. C'est-à-dire qu'on peut toujours se dire, je suis une start-up, je ne vais pas déposer un brevet parce que de toute façon, je ne pourrais pas le faire valoir, je ne pourrais pas l'activer contre un grand groupe, etc. Et je réponds toujours à ça par la réponse suivante qui consiste à dire, mais qu'en serait-il si vous n'aviez rien, si vous n'aviez pas de brevet? Et la situation est évidemment encore pire, parce que le fait d'avoir un brevet permet précisément d'avoir un échange, avoir un poids même vis-à-vis d'une entreprise plus importante. Les bonnes pratiques rapidement, évidemment avant le dépôt d'un brevet, tout doit rester secret, puisque sinon eh bien, on anéantit toute chance d'obtention d'un brevet si on divulgue des informations avant le dépôt. On ne parlera pas aujourd'hui des questions de titularité parce que ce serait un débat, un sujet à part entière sur qui a le droit au brevet, l'inventeur, l'employeur, etc. Bref, il y a tout un tas de questions qui se posent, mais on n'aura pas le temps de les aborder aujourd'hui.
On peut évidemment s'interroger en amont du dépôt et faire une recherche d'antériorité pour vérifier que on ne va pas retrouver à l'identique son invention avant de se lancer dans une rédaction, dans un dépôt, parce que ça entraîne des dépenses évidemment importantes pour l'entreprise. Donc, faire cette recherche préalable peut s'avérer utile. Avant chaque divulgation, quand je parle de divulgation, c'est une publication, c'est une présentation d'un salon, c'est une présentation à des clients. Donc, tout type de divulgation, vérifiez avec des professionnels que ce que vous avez l'intention de divulguer ne rentre pas dans le champ du brevetable. Et typiquement, ce dont on a parlé, ne pas se dire que parce que c'est des solutions logicielles, ça ne peut pas faire l'objet d'un brevet. Au contraire, avoir ce réflexe et de dire je vais vérifier avant. Et puis effectivement, toujours s'interroger aussi sur, parce que c'est bien de se protéger, c'est très bien, il faut se protéger, mais il faut aussi regarder ce qu'il y a autour. Et ça, c'est tout aussi important. Et regarder les droits des tiers, c'est-à-dire les droits de vos concurrents. Est-ce que vos concurrents ont eux-mêmes des brevets? Ce qu'on appelle les études de liberté d'exploitation. Surveiller la concurrence. S'assurer que finalement, on n'est pas en train de réinventer le fil à couper le beurre, parce que ça ne sert à rien. Si on réinvente et qu'après on se retrouve coincé dans son exploitation, ça ne sert à rien. Donc il faut évidemment s'interroger, surveiller, faire des études de liberté d'exploitation, et c'est tout aussi important finalement que de protéger sa propre technologie. Peut-être, Julie, tu pourrais peut-être nous apporter un peu de pratique, de ton témoignage un petit peu dans ces bonnes pratiques. Avec plaisir, Alexandre Baff. Alors, bonne pratique, je ne sais pas. En tout cas, pratique, oui. Euh, la question, enfin, elle est vraiment hautement stratégique. C'est-à-dire que, alors, déjà, je voulais préciser aussi sur la partie finalement numérique. Il y avait une espèce de, et alors avec ma casquette d'ancien investisseur, c'était le cas aussi, où on pensait toujours qu'on ne pouvait pas vraiment mettre de brevet là-dessus. Et la réalité est un petit peu différente avec les nuances que vous avez présentées l'un et l'autre et qui sont, je pense, essentielles dans notre environnement. Ça, c'était juste la première remarque que je voulais faire. Et la deuxième, c'est que finalement, la réflexion, elle doit être hautement stratégique. C'est-à-dire que au-delà de la pratique qu'on doit avoir en tant que finalement entreprise. Et là, je vais parler avec une casquette Brentel, hein, qui est l'initiative phare de l'Alliance, qu'on a eu la chance de cofonder avec un certain nombre d'autres personnes de très haute qualité, mais aussi qui est finalement dans le dispositif médical numérique et qui développe des outils de suivi. De monitoring, de diagnostic à partir d'imagerie. Donc, on est exactement finalement dans du numérique et dans la façon dont on va l'exploiter à visée médicale. On ne peut pas rentrer dans les cases classiques du brevet. En revanche, enfin de la brevetabilité on va dire immédiate comme sur du thérapeutique plus traditionnel, mais par contre on doit réfléchir et raisonner de façon stratégique. Comme tu le mentionnais, c'est faut-il breveter ou pas? C'est pas juste est-ce que c'est brevetable ou pas, c'est quel est l'intérêt stratégique qu'on va avoir derrière, d'un point de vue entreprise au sens plus large et pas spécifiquement sur un produit. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue concurrentiel? Comment est-ce qu'on va se différencier? Comment on existe aussi face aux investisseurs? Et en fait, finalement, cette vision-là, et c'est aussi pour ça que c'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui, c'est que en fait, c'est un partenariat entre l'entreprise et le cabinet de propriété industrielle, puisque alors, rien n'est gravé dans le marbre. Deux, c'est forcément une vision dynamique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des décisions qu'on va prendre qui vont être liées à une brevetabilité ou à un brevet à un moment donné, sur un territoire donné, dans un contexte particulier. Et il faut qu'on soit capable d'avoir une lecture plus large et une vision stratégique un petit peu plus élaborée, je pense, pour permettre d'avoir le travail sur les autres droits que je maîtrise moins bien, mais qui sont la notion de droit d'auteur, qui peuvent être aussi finalement, tout ce qui va être évidemment base de données, on y viendra peut-être un petit peu après, mais aussi tout ce qui peut être marque, dessin, modèle, avec lesquels il faut jouer. Et en fait, la propriété industrielle
est parfois vu de façon un petit peu statique, alors que ce qui est intéressant en réalité, en tout cas notre pratique qu'on a chez Brentel et chez l'Alliance aussi dans d'autres situations, c'est que c'est une vision très dynamique avec laquelle il faut travailler. Donc moi, c'est vraiment ça le témoignage que je voudrais apporter, c'est ce besoin d'être dynamique et d'être constamment en interaction. Et ça fait d'ailleurs partie, je pense, de modalités peut-être un petit peu plus différentes en termes d'interaction entre le cabinet de propriété industrielle et les entreprises. C'est de dire, c'est pas juste on appelle quand on pense qu'on a éventuellement un brevet avant de lancer la publi, c'est de se dire qu'est-ce qu'on, que- euh, quelle est la fréquence avec laquelle on doit vous tenir au courant de nos questions clés, c'est-à-dire aussi bien techniques que en termes de déploiement de marché, qu'en termes de développement d'entreprise. Donc c'est vraiment un dialogue qui doit s'inscrire dans la durée et d'être voilà, en collaboration active. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, hein, c'est un peu le dernier point d'ailleurs de ce slide. Je crois qu'il est essentiel que le conseiller en propriété industrielle soit un partenaire Oui. et qu'il y ait effectivement des échanges réguliers, non pas uniquement dans des situations où, tiens, effectivement, j'ai une publi dans 3 mois, est-ce que je dépose un brevet ou pas? Non, il faut effectivement avoir ces échanges au-delà des nouvelles inventions, mais sur toutes les problématiques pays, au-delà de la question des brevets, bien entendu. Et transition toute trouvée, puisqu'effectivement, tu parlais du droit d'auteur il y a un instant. Donc, effectivement, ce qui est rigolo quand même dans cette affaire, c'est qu'on se demande bien quand même, enfin moi en tout cas, je me pose la question de ce que vient faire de ce que viennent faire les logiciels dans la protection par le droit d'auteur, dont on sait que le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit. Donc, a priori, pas grand-chose à voir avec un roman, une sculpture, une peinture. Et pourtant, le législateur, à un moment donné, a décidé que voilà, les logiciels étaient considérés comme une œuvre de l'esprit et à ce titre protégeables par le droit d'auteur. Alors, qu'est-ce qui est protégeable? C'est essentiellement le code source. Hein, ne nous voilons pas la face. Ce qui est essentiellement protégeable, c'est le code source, le code objet aussi, les interfaces graphiques. Mais je dirais les interfaces graphiques, c'est du droit commun d'auteur finalement. Hein, c'est classique, c'est au même titre qu'un dessin ou qu'une peinture. L'interface graphique, finalement, c'est du classique de droit d'auteur. Mais si on fait un focus vraiment sur le logiciel, ce qui est protégé, c'est le code source. Alors, qu'est-ce qui est protégé dans ce code source? Ça qui est intéressant, ce qui est protégé, c'est l'écriture. Au même titre qu'un roman, ce qui est protégé, c'est la forme d'expression de ce code. En aucun cas, ce n'est ce que va faire ce code, c'est-à-dire ses fonctionnalités. Les fonctionnalités sont exclues de la protection par le droit d'auteur, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, petit à petit, s'est posée la question de la protection par le brevet. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, il y a une petite faiblesse dans le droit d'auteur. Le droit d'auteur protège, OK, l'écriture du code, sa forme d'expression, mais il faut autre chose. Donc, on s'est demandé, est-ce qu'il ne faut pas une protection par brevet, d'où effectivement les slides qu'on a présentés auparavant. Donc, c'est l'écriture du code. Ça, c'est très important. Quelle est la condition pour prétendre à une protection du code source par le droit d'auteur? Eh bien, c'est la même que celle du droit d'auteur classique, à savoir l'originalité. C'est-à-dire qu'il faut que l'écriture du code soit originale, que sa forme soit originale, c'est-à-dire que, alors il y a un vieil arrêt français qui est l'arrêt Babola-Pachot, qui rappelle et qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les décisions, où on retrouve cette phrase qui est que l'auteur doit être capable de prouver un effort personnalisé échappant à une logique automatique et conduisant à une structure individualisée. Vous allez me dire, là, vous êtes content, vous avez tout compris à l'originalité. Non, on voit quoi? On voit qu'il y a une part de subjectivité là-dedans, claire, et que par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, quand on voit un tableau de Picasso, l'empreinte de la personnalité de l'auteur, on la devine assez bien. Quand il s'agit d'un code écrit en C ou en C++, c'est autrement plus compliqué. Et donc, il y a une difficulté de l'appréciation de l'originalité. Et ce que je recommande aux développeurs, c'est de s'en occuper très tôt, cette question. C'est-à-dire que, parce que pour avoir vécu ça à plusieurs reprises dans
la vie professionnelle, quand on commence à vouloir faire valoir des droits d'auteur, parce qu'il y a une contrefaçon, etc., et qu'il s'agit de démontrer l'originalité, et qu'on se pose la question 10 ans plus tard, c'est une catastrophe. Même 5 ans plus tard, c'est une catastrophe. Si on doit démontrer l'originalité d'un code, eh bien, il faut le faire au moment où on développe. Alors, comment on fait? Eh bien, en réalité, c'est le développeur qui doit, à un moment donné, introduire des commentaires dans son code justifiant de ses choix de programmation. C'est vraiment ça l'idée de l'originalité, c'est pourquoi j'ai fait tel choix et pas tel autre, pourquoi j'ai choisi telle boucle, pourquoi j'ai choisi tel paramètre. Voilà ce qui va permettre à un moment donné, et pourquoi c'est mon choix. Voilà ce qui va permettre à un moment donné de justifier, le cas échéant, en cas de contentieux, de l'originalité. Et ça, il faut le faire au moment où on développe. J'ai parlé donc de la condition de fond, il n'y en a qu'une, l'originalité. Sur les conditions de forme, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas d'obligation de dépôt, Noémie l'a dit tout à l'heure, mais il n'en demeure pas moins que, eh bien, pour des raisons probatoires, il est fortement recommandé de déposer ces codes. Déposer ces codes pour être capable de démontrer que, à un instant donné, on était bien en possession de ces codes et pouvoir faire valoir éventuellement son droit d'auteur sur ces codes le moment venu. D'où cette recommandation de déposer les codes. Il y a de multiples façons d'avoir une date certaine. On peut passer par l'INPI via l'ISOLO, c'est-à-dire je fais un copier-coller de mes codes, je le mets dans un fichier et je balance le fichier. Je peux faire ça chez un notaire. Il y a des organismes spécialisés, l'Agence pour la protection des programmes, Logitas, qui s'occupe de ça, donc c'est le métier, avec tout un tas de services en plus, mais dont l'objectif premier est de vous assurer une date certaine sur vos codes. Là aussi, en cas de levée de fonds, c'est une question qui est posée généralement, c'est-à-dire que des investisseurs vont vous demander si vous avez déposé ou non vos codes, et c'est vrai que de pouvoir justifier que les codes ont été déposés assez régulièrement, en tout cas à chaque modification importante, eh bien, ça permet de donner de la valeur finalement à une technologie logicielle, à des développements logiciels. Qu'est-ce que doit inclure ce dépôt? Il doit inclure évidemment les codes, mais également, et c'est là où je boucle avec ce que je disais il y a un instant, les choix de programmation, éventuellement les spécifications, qui vont permettre, le moment venu, de pouvoir justifier de l'originalité de ce code. Alors, ce que protège le droit d'auteur, on l'a dit, il protège la forme d'expression. Et donc, c'est la limite finalement de cette protection par le droit d'auteur, c'est que le droit d'auteur va protéger essentiellement contre une reproduction à l'identique, une reproduction quasi littérale du code. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un salarié qui embarquerait le code et irait travailler chez un concurrent et qu'il réutiliserait exactement à l'identique, alors on pourra considérer qu'il y a un risque de contrefaçon. Donc, il va y avoir une comparaison par le juge qui va être une comparaison ligne à ligne quasiment. Il va regarder le code qui est potentiellement contrefaisant et il va faire une comparaison ligne à ligne. Il ne va pas regarder ce que fait le code. Donc, ce ne sont pas les fonctionnalités qui sont protégées. Ce qui protège les fonctionnalités, c'est le brevet. Donc, on a bien ici deux protections complémentaires, d'une certaine manière. Le droit d'auteur, d'un côté, qui va protéger le code source contre une reproduction littérale du code, et le brevet qui protégera contre la reproduction des fonctionnalités. Passons maintenant aux bases de données. Les bases de données, là aussi on va parler de droit d'auteur, et en réalité il y a une particularité, et on voit que c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui, c'est que s'agissant des bases de données, il y a une protection dite duale, double protection, protection qui va porter à la fois sur la structure de la base, c'est-à-dire comment la base est organisée, quels sont les champs, quel type de structure on a utilisé sur cette base. Donc ça va relever du droit d'auteur, et une protection. Donc, en aucun cas, ça ne protège le contenu de la base. C'est vraiment la structure uniquement qui est protégée. Et puis, est né beaucoup plus récemment un autre droit, qui est ce qu'on appelle le droit des producteurs de bases de données, qui est un droit spécifique des producteurs de bases de données, qui va protéger non pas la structure de la base, mais son contenu.
Donc, vous voyez qu'on a ici deux protections qui peuvent coexister parce qu'elles ne protègent pas la même chose. D'un côté, la structure, de l'autre, le contenu. Dans ces deux droits, là aussi, aucune obligation de dépôt, mais on en dira quelques mots tout à l'heure, toujours à des fins probatoires, l'importance de la preuve et donc l'importance de déposer. Alors, parlons rapidement de ces deux droits dont je disais qu'ils peuvent coexister. Commençons par le droit sui generis, donc ce fameux droit spécifique des producteurs de bases de données qui prend aujourd'hui une importance, à mon avis, considérable et ce n'est pas prêt de se terminer. À partir du moment où l'on peut, une entreprise, personne physique ou morale d'ailleurs, un peu justifier d'investissements matériels, humains, financiers, substantiels pour la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base, alors, eh bien, la justification de cet investissement substantiel fait naître un droit qui est le droit spécifique des producteurs de bases de données. Et je vais pouvoir ainsi m'opposer à l'extraction du contenu d'une partie, au moins, de cette base de données par un tiers. Je vais même pouvoir concéder des licences sur l'exploitation de cette base. La seule condition, et c'est ce qui en fait un droit tout à fait unique finalement dans le droit de la propriété intellectuelle, parce que la plupart du temps, on protège une innovation, une invention, une création, bref, quelque chose qui naît de l'esprit humain. Et là, de façon tout à fait unique, le législateur protège non pas une création intellectuelle, mais quelque chose dont le droit et dont la condition est associée à un investissement dont on doit démontrer la substantialité. Donc ça, c'est pour alors, un mot encore quand même sur cette protection, pour que ce soit bien clair, ce qui est protégé, c'est je reprends les termes, la constitution de la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de croire qu'on va protéger des données que l'on aurait soi-même créées. Non, c'est les données que je vais collecter, que je vais aller chercher, qui pourront éventuellement être protégées si j'ai investi de façon substantielle pour constituer cette base, pour aller chercher ces données quelque part. D'accord? Donc, ce n'est pas la création de la donnée qui est protégée, mais la collecte et la constitution de cette base de données. Si je fais une application pour déterminer toutes les variétés de patates, toutes les variétés de pommes de terre, je fais une application qui permet de déterminer et je vais dans le monde entier chercher les propriétés associées à ces pommes de terre. Eh bien, je vais effectivement investir par des salaires, par du matériel, je vais aller collecter de l'information, etc. Et je vais avoir toutes les propriétés de toutes les pommes de terre du monde. Puis ensuite, je vais faire une application avec de la reconnaissance d'image qui me permettra de dire, voilà, ça c'est telle variété, telle variété, telle variété. Ça, c'est de la collecte, c'est de la constitution de base de données. D'accord? Si en revanche, je fais quelque chose qui est, je suis en train de faire un calendrier de tous les matchs de football ou de rugby de l'année en cours, ça c'est de la constitution, c'est de la création de données. Et ça ne rentre pas dans le cadre du droit spécifique des producteurs de base de données. Voilà. Deuxième point, donc deuxième droit, c'est le droit d'auteur. Et je le disais, le droit d'auteur protège uniquement la structure de la base. Et donc, eh bien, on revient à la condition classique du droit d'auteur, qui est que cette structure doit être originale. Et on se heurte alors bien finalement aux mêmes difficultés que celles que j'évoquais tout à l'heure sur le code source, à savoir que pour démontrer l'originalité, eh bien, il va falloir démontrer que cette structure n'est pas une simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. Donc, il y a des choix spécifiques qui ont été opérés par l'auteur pour la structure de la base qui, à ce moment-là, sera protégée par le droit d'auteur.
Sur la question de la titularité, je l'ai dit, on l'abordera pas aujourd'hui, mais c'est effectivement des questions qu'il faut se poser, hein, à la fois en matière de logiciel et en matière de base de données, en particulier sur du droit d'auteur. Mais bon, voilà, je préfère laisser ce sujet de côté. À nouveau, comme pour le logiciel, je ne peux que vous recommander de déposer auprès d'un organisme qui peut être l'APP ou l'OGITAS, peu importe, un organisme spécialisé, vos bases de données. Alors, qu'est-ce qu'il faut protéger et pourquoi? Bien, on va protéger pour attester d'une date certaine. On va protéger pour valoriser, hein, parce que effectivement, là, à nouveau, le fait de déposer, d'avoir une date, crée de la valeur pour votre entreprise. Et puis, que déposer? Eh bien, là, il faut être assez large dans ce qu'on dépose. Parce que je reviens à mes deux droits, structure, contenu. Donc, évidemment, je vais déposer non seulement la structure de ma base, mais également les données, le contenu de cette base de données. Et je vais rajouter éventuellement des commentaires sur le choix de cette structure, pourquoi je l'ai structurée ainsi, ma base de données. Et je vais rajouter également le dossier d'investissement. Pourquoi juste le dossier d'investissement? Eh bien, précisément pour pouvoir bénéficier de la protection par le droit des producteurs de bases de données. Et dans ce dossier d'investissement, eh bien là, il faut être très précis, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir indiquer l'achat de matériel, les fiches de salaire, le temps passé par éventuellement un travailleur non salarié, mais qui serait un associé de l'entreprise, tout ce qui permet de justifier de l'investissement substantiel qui va permettre de justifier finalement, qui va permettre de montrer qu'il y a effectivement un droit des producteurs de bases de données. J'ai oublié de le dire, mais la durée Alexandre, Oui. Alexandre, je te coupe, il nous reste juste 2 minutes. Ok. Donc j'ai besoin de te contraindre en termes de timing. Ok, je regarde. On arrive à la fin, mais j'ai besoin de… D'accord. Voilà. Je crois que c'est fini, hein. Oui, on Oui, arrive à je la crois conclusion. aussi, absolument. C'est pour ça que je me permets d'être un peu Alors, directive. je laisse la parole à Noémie juste pour conclure. Oui, enfin, ça va être très rapide, hein. C'est juste, voilà, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que, comme disait Alexandre tout à l'heure, faut pas se contraindre ou se restreindre quand on a des inventions qui sont liées au logiciel. Et donc, voilà, il faut penser à tous les types de protections qui sont associés et entreprendre les démarches nécessaires en fait pour pouvoir ensuite appliquer ces droits.